Bonjour, bienvenue dans cette édition du 1er décembre. Tout de suite le sommaire. Le froid est bel et bien présent. Les services de voirie se préparent aux chutes de neige annoncées pour ce jeudi. Grogne des riverains du site Butagaz d'Arnage. L'État les oblige à sécuriser leurs habitations à leurs frais. Et puis plonger dans l'art baroque sud-américain avec une exposition au musée TC du Mans. Mon invité est Evelyne Chrétien-Mayer, la correspondante locale de la Halde en Sarthe, la haute autorité contre les discriminations et pour les libertés, qui ouvre pour la première fois une permanence dans le département. On ouvre donc ce journal avec cette vague de froid qui persiste. Alors c'est plutôt désagréable, mais la neige a pour le moment épargné le département. Pour le moment, car des chutes sont annoncées pour ce jeudi du côté des services de voirie. Au niveau du département, on se dit prêt. Marine Wolf et Benoît Doisy. Jusque-là épargnée, la Sarthe devrait blanchir. Météo France prévoit 2 à 5 cm de neige pendant la nuit. Un épisode qui devrait durer quelques jours. Et à partir de la nuit prochaine, effectivement, la neige devrait tomber de manière plus continue. Donc à partir de 3-4 heures du matin jusque dans l'après-midi, de la neige est attendue, mais qui va tomber faiblement, avec des températures très froides, donc de la petite neige plutôt fine. Du coup, les routes pourraient bien être dangereuses. Les usagers sont donc appelés à la plus grande vigilance, en particulier en augmentant les distances de sécurité et en réduisant la vitesse. Le Conseil général et l'agglomération ont d'ailleurs tous deux commencé le salage des routes dès ce soir. En fait, on avait des chaussées très sèches, donc ce qui ne permet pas de saler. Mais cet après-midi, les chaussées sont un petit peu humides, donc on peut effectivement saler en préventif, alors qu'en temps normal, sur neige, on ne fait que du raclage curatif avant de pouvoir saler. Pour l'heure, les transports, en particulier scolaires, ne devraient pas être affectés, mais la décision définitive sera prise demain matin. Quelle que soit la situation et la réalité donc atmosphérique, eh bien, les mesures seront prises en temps utile pour que chacun soit avisé et puisse prendre ses dispositions. Ils sont prévenus par le système maintenant qui fonctionne très bien et auprès des jeunes et auprès de beaucoup d'adultes également aussi. C'est le SMS, le principe du SMS, puisque nous avons les numéros de portable des enfants, des familles. Le redout est attendu dès samedi dans la journée et la semaine prochaine, le temps devrait revenir à la normale avec des températures autour de 7 degrés. Et puis la municipalité du Mans rappelle dans un communiqué que chaque riverain a l'obligation de déneiger devant sa maison et que le Mans Métropole ne fournit pas de sel aux particuliers. Les guichetiers en gare sud, c'est terminé. Depuis aujourd'hui, les clients se retournent vers des bornes automatiques. Pour obtenir un renseignement, ils doivent désormais traverser la gare pour se rendre côté nord. L'accueil voyageur y a été du coup renforcé avec l'ouverture permanente de 9 guichets sur 10 contre 6 auparavant. La VUC, l'association des voyageurs, dénonce cette réorganisation. La direction de la SNCF, quant à elle, s'appuie sur une étude qui montre la hausse des demandes au nord pour justifier la suppression des guichets au sud. En bref, la grogne se poursuit chez les EVS, ces personnels précaires de l'éducation nationale. Ils se sont rendus aujourd'hui à la direction du travail pour obtenir des réponses sur le non-renouvellement de contrat ou sur des conventions modifiées après signature. Ils n'ont à ce jour pas obtenu de réponse de leur employeur ou de Pôle emploi. Tour maintenant sur le site de Butagaz à Arnage. Nous l'avons évoqué notamment parce que son maintien avait provoqué quelques manifestations. Il y a un nouvel élément cette semaine. La préfecture vient d'approuver un plan de risque technologique. C'est obligatoire pour tous les sites classés Céveso. Principale conséquence à Arnage, 15 riverains de Butagaz ont l'obligation d'effectuer des travaux de sécurité. Pierre Lelès. On l'appelle le sarcophage. Il fonctionne depuis un an. Ce caisson de béton contient en effet le stockage en gaz du site Butagaz d'Arnage. Un site classé Céveso qui fait l'objet d'un plan de prévention de risques technologiques adopté le 22 novembre par la préfecture de la Sarthe. Concrètement, ce plan oblige 15 riverains de Butagaz à faire des travaux de renforcement des vitrages. C'est le cas notamment de Colette qui réside à 2 pas du site depuis plus de 30 ans. Il fallait faire toute ma véranda, sauf le toit, la salle de bain, parce qu'elle n'est pas tout à fait, elle n'est pas assez épaisse, la porte de la cuisine, et puis tout ce qui comprend dans ma salle à manger. Il y a encore une fenêtre par là de ma véranda, alors celle-là, elle est à faire aussi. Et puis tout ce qui se comporte dans les water, dans la salle à manger, une porte-fenêtre. Alors il y a quand même beaucoup.
Ça devait vous coûter combien? Environ 17 000 €. L'État financera partiellement ces travaux, estimés à 150 000 € pour les riverains d'Arnage, et ce, sous forme de crédit d'impôt. Au départ, cette aide devait correspondre à 40% de la somme. L'Assemblée nationale vient de la réduire à 15%. C'est un recul et c'est condamner ces riverains à une double peine, puisque non seulement ils vont habiter près d'un site dangereux, et en plus ils vont devoir payer les travaux, pratiquement 15%, c'est rien en crédit d'impôt. Je n'ai pas les moyens. Premièrement, je suis seule, alors je ne peux pas payer. J'ai une reversion, c'est pas possible. Du côté de Butagaz, on rappelle les efforts qui ont permis de réduire sensiblement le nombre de riverains concernés. Nous sommes passés de 600 à 15 grâce à ces travaux qui ont coûté 6 millions d'euros. Selon l'arrêté préfectoral, les riverains ont 3 ans pour se mettre aux normes. Allez, on change de sujet avec l'inauguration au Mans de la première permanence de la HALD, la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour la défense des libertés. On en parle avec mon invitée, correspondante locale de la HALD en Sarthe, Evelyne Chrétien-Mailleur. Bonjour. Bonjour. Alors cette antenne locale ne devrait pas désemplir, j'imagine, puisque jusque-là, si on voulait saisir la HALD, c'était par courrier, par informatique, ou alors on se rendait directement à Paris. Tout à fait. Donc l'installation des correspondants locaux se fait depuis 2007. Donc maintenant la région Pays de la Loire est une des premières régions où il va y avoir des correspondants locaux sur tous les départements. Donc en Sarthe, et puis la Mayenne va être pourvue le mois prochain. Et ça entraîne plus de saisie en fait d'avoir un correspondant local? Alors il semblerait effectivement qu'il y a un effet dès l'instant où il y a installation d'un correspondant, que le nombre de saisines de la HALD augmente. Votre permanence, c'est le vendredi, c'est une demi-journée, 9h à midi, sur rendez-vous. Est-ce que c'est suffisant pour pour écouter et étudier tous les dossiers? Alors, sur un département comme la Sarthe, oui, il semblerait que ce soit suffisant. Maintenant, si il y a une augmentation, on sera étonné que la Sarthe soit un département où il y ait plus de discrimination que dans d'autres, mais éventuellement, à ce moment-là, on peut installer un autre correspondant local. Mais ça ne semble pas d'actualité. Alors, rapidement, on va rappeler, il y a 18 discriminations dans 5 domaines différents. Quelques exemples pour y voir clair, puis après on verra plus concrètement le travail que vous faites à cette permanence. Pour qu'il y ait discrimination, la discrimination c'est un terme qui est bien défini dans la loi. Donc c'est une différence de traitement qui repose sur 18 critères. L'âge, le sexe, le handicap, l'origine, l'orientation sexuelle, les mœurs, etc. Et qui doit se situer dans 5 domaines qui sont aussi définis par la loi. Donc c'est l'emploi, l'éducation, le logement, l'accès à un bien ou service public ou privé. Alors les personnes viennent vous voir. Vous, la première chose que vous faites, c'est voir si elles rentrent dans ces critères, j'imagine. Voilà, donc dans ces domaines. Le premier rôle que j'ai, c'est effectivement de vérifier qu'il y a bien discrimination, puisque si c'est pas, on n'est pas dans ce cadre-là, c'est hors champ de la HALD et la HALD ne peut pas intervenir. Donc un des premiers travaux, effectivement, c'est d'écouter les raisons pour lesquelles les personnes sont là et de vérifier qu'on est bien dans le critère, le domaine et qu'éventuellement il y a bien un acte qui est prohibé. Et vous aidez ces personnes, une fois que vous avez reconnu cette discrimination, à monter un dossier? Donc une fois que les personnes ont bien décrit leur situation, à ce moment-là, il faut qu'elles puissent apporter des preuves. Puisque dans le droit, on va être obligé, bien sûr, la charge de preuve. Donc moi, je les aide éventuellement à construire leur dossier, à chercher des pièces bien précises. C'est la tâche la plus difficile, j'imagine, apporter des preuves. Comment on prouve qu'une personne n'a pas été embauchée parce que pour son orientation sexuelle, par exemple? Voilà, donc par rapport à l'embauche, c'est vrai que ça peut être difficile puisqu'on est bien avec plusieurs candidats qui sont présentés. Donc on n'a pas forcément un comportement explicite du recruteur qui indique que c'est l'orientation sexuelle qui fait que la personne n'a pas été retenue. Donc c'est vrai que sur certains domaines comme cela, c'est un peu difficile, sauf si le recruteur a explicitement dit. Oui, ou s'il a posé des questions vraiment claires pendant l'entretien. Sur quoi il est simple de prouver qu'il y a discrimination? Alors, par exemple, dans l'emploi, on peut facilement démontrer qu'une personne, alors par rapport au déroulement de la carrière, par exemple, qu'une personne qui a d'autres critères, par exemple un homme par rapport à une femme, donc en voyant l'évolution des salaires et voilà, puis ces choses-là, ou ce qui est autorisé par les conventions collectives ou des choses comme ça, on arrive là à retrouver
une personne ordinaire, comment elle est traitée, et on voit là la différence par rapport à l'autre personne qui présente un des 18 critères. Alors une fois que ce dossier est monté, qu'est-ce qui se passe? C'est les tribunaux? Pas toujours. On peut intervenir en médiation. Donc, médiation, ce sera plutôt le rôle des juristes de la HALD. Moi, j'interviendrai plutôt sur une mission de bons offices, dans la mesure où le dossier n'a pas été posé en justice. Donc là, je rencontre éventuellement le mis en cause et on essaie de trouver une solution. Et ça marche, ça? Sans aller en justice, on peut arriver à résoudre des situations en rencontrant les gens. Faut savoir qu'aujourd'hui, la HALD va plutôt aller sur ce champ essayer de résoudre avant d'aller dans les tribunaux, parce que les tribunaux, c'est long, ça coûte cher, ça prend du temps et ça a un coût psychologique non négligeable pour les victimes. Et en plus, on n'a pas forcément gain de cause, même si la plupart du temps, on arrive puisque les dossiers sont bien construits, on arrive à les faire valoir. Ce que vous dites, c'est que quand la HALD donne un avis, dans 80% des cas, le tribunal suit cet avis. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est le cas, mais c'est parce qu'il y a tout un travail qui a été fait avant et qui permet bien sûr d'attester, d'avoir des témoignages et de bien apporter la preuve qu'il y a eu discrimination. Combien de cas, en général, il pourrait y avoir en Sarthe sur une année? Alors, l'an dernier et l'année passée, il y a eu à peu près une quarantaine de saisines directement à la HALD à Paris. Donc, on pense qu'il y en aura peut-être le double l'année prochaine parce que je suis présente. Bon, vous avez du travail dans cette permanence qui est située avenue Félix Gennesley au Mans. On rappelle le numéro de téléphone, il s'affiche en bas de l'écran, 06 13 34 65 53, parce que pour aller vous voir, c'est sur rendez-vous. Evelyne Chrétien-Mayer, merci beaucoup d'être passée dans ce journal. Merci à vous. Un mot de sport pour vous dire que le MSB s'est imposé hier face aux Russes de Kazan, 67 à 63. Le MSB se classe premier de sa poule d'Eurocup. Prochain match, c'est en championnat. Les Manceaux se déplacent à Toulon samedi prochain. On termine avec la visite d'une très jolie exposition. C'est au musée TC du Mans. À l'honneur, l'art baroque d'Amérique latine. Toiles, sculptures, objets ont été rassemblés par un collectionneur passionné. Ils sont présentés jusqu'au 6 mars. Bonne Doisy. Une quarantaine de peintures et de sculptures, des œuvres qui témoignent de la richesse culturelle des Andes au XVIIIe siècle. Une richesse peu connue et qui bien souvent reste floue aux yeux du grand public. Avec l'arrivée des Espagnols, les Incas découvrent la peinture. Très vite, ils vont adopter cet art, un art métissé entre traditions européennes et indiennes. Après la conquête, quelques artistes sont venus, mais des artistes de seconde zone. Donc des ateliers ont été organisés qui d'ailleurs petit à petit ont pris une certaine vision des choses qui n'est pas véritablement la vision européenne. L'absence de perspective est un exemple flagrant de cet art hispano-américain. Autre exemple, les costumes d'inspiration espagnole, mais pourvus d'accessoires indiens, comme la présence de plumes sur la tête des personnages importants, une tradition inca. Les œuvres représentent des scènes religieuses. En apportant la peinture, les Européens apportent également le catholicisme. Ces tableaux avaient une mission évangélisatrice. Ces tableaux, qui étaient destinés donc aux églises, avaient forcément une vocation de catéchèse éducative. Ces tableaux, ils sont aussi le témoignage d'une acculturation, c'est-à-dire de l'éradication de leurs anciennes croyances. Très représentée, la Sainte Vierge est, comme sur le vieux continent, la cible d'une dévotion importante, tout comme Saint Michel, dont les sculptures abondent. Art représenté, l'orfèvrerie. Si les Incas ne savaient pas forger le fer, ils maîtrisaient parfaitement le travail de l'argent et de l'or. On s'aperçoit qu'ils ont un travail justement de ces métaux très élaboré. Et je pense que là, on est dans un mélange entre ce qu'on leur propose comme modèle et ce qu'eux utilisent, ont l'habitude d'utiliser. Cette exposition, véritable trésor culturel, plonge le visiteur au cœur du baroque des Andes. Et puis tout aussi exotique, une exposition consacrée, elle, aux aquarelles et estampes russes. C'est jusqu'en février au musée de la Reine Bérengère au Mans, toujours.
Quelques images des chimères pour finir, puisque les illuminations reprennent à partir de ce soir et pendant un mois à l'occasion des fêtes de fin d'année. L'escalier du jet d'eau est illuminé ainsi que la cathédrale avec les anges musiciens, mais pas le chevet puisqu'il y a une panne technique. Donc il faudra, avant de voir ces magnifiques illuminations, attendre demain. Ce journal est maintenant terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Demain, c'est Pierre Lelès que vous retrouverez pour le direct à 18h30. En attendant, passez d'excellents moments sur LMTV.